Il existe des endroits au Mexique où le soleil n'illumine pas. Il ne fait que brûler. Des endroits où la chaleur ne donne pas la vie, mais accélère la putréfaction. Veracruz compte de nombreuses côtes de ce type. Des plages dorées qui cachent des histoires que personne ne veut déterrer. Des histoires qui pourrissent sous le sable, comme un corps sans nom. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un fantôme, ni d'une légende urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une horreur réelle. Une horreur qui respirait, mangeait et dormait dans une maison face à la mer. Un cauchemar familial enterré à la vue de tous. Je m'appelle Matteo Del Valle, et voici Realidad Prohibida. L'histoire d'aujourd'hui est une plaie ouverte. Une plaie que le système a refusé de soigner, et qui prouve que les monstres les plus terrifiants sont souvent ceux qui partagent notre sang. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, si vous pensez que le silence est complice du mal, alors abonnez-vous et rejoignez-moi dans les ténèbres. Car parfois, la vérité a besoin que quelqu'un ose la regarder en face. Tout a commencé avec un dossier. Un de plus dans une pile qui menaçait de s'effondrer sur le bureau de Carmen Mendoza. Carmen était assistante sociale, jeune, idéaliste, tout juste transférée au bureau du DIF dans cette petite bande côtière de Veracruz. Le dossier portait une simple étiquette. Famille Moreno, suivi pour négligence potentielle. Une étiquette qui ne disait rien, un mensonge bureaucratique. Carmen lut les rapports précédents. Ils étaient succincts, froids. Visite à domicile effectuée. Les mineurs présentent un manque de soins en matière d'hygiène personnelle. Recommandation émise. Deuxième visite. La situation persiste. Avertissement aux tuteurs légaux. Les tuteurs légaux étaient deux frères, Joaquín et Ricardo Moreno. Des hommes de la mer, du moins c'est ce qu'ils disaient. Des hommes peu loquaces et au regard sévère. Ils vivaient dans une maison en parpaing non peint, à quelques mètres de la plage. Une maison qui semblait respirer le sel et la tristesse. Officiellement, ils s'occupaient de leurs neveux. Les enfants d'une sœur qui, selon eux, étaient partis dans le nord et n'étaient jamais revenus. 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Âgés de 6 à 14 ans. Personne dans le village ne parlait beaucoup d'eux. Quand on mentionnait la maison des Moreno, les gens baissaient les yeux, changeaient de sujet. Un silence lourd, dense comme l'air, avant la tempête. Carmen ressentit un pincement d'inquiétude. Ce n'était pas seulement de la négligence, elle le sentait dans ses tripes. Il y avait autre chose, quelque chose que personne n'osait nommer. Elle décida d'y aller, sans prévenir, de briser le protocole. Elle voulait voir la vérité sans phare. Elle gara sa vieille Tsuru à un pâté de maison. Le soleil de midi était un marteau sur sa tête. Le bruit des vagues était un murmure constant, presque moqueur. Elle s'approcha de la porte. Il n'y avait pas de sonnette. Elle frappa avec les jointures. Le son était creux, mort. Elle attendit. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort. La porte s'ouvrit dans un grincement aigu. C'était Joaquín, torse nu, le torse brûlé par le soleil et la peau tannée. Il la regarda sans expression. Ses yeux étaient comme 2 pierres opaques. « Que voulez-vous » Sa voix était grave. Carmen sentit un frisson la parcourir, malgré les 40 degrés de chaleur. « Je suis Carmen Mendoza, du DIF. Je viens voir les enfants. » L'homme ne bougea pas. Il bloquait l'entrée de son corps. « Ils vont bien. Je dois quand même les voir. C'est mon travail. » Une tension électrique emplissait l'air. Pendant une seconde, Carmen crut qu'il allait lui claquer la porte au nez. Ou pire encore. Mais alors, du fond de la maison sombre, une voix cria « Laisse-la entrer, Joaquín. C'est quelqu'un du gouvernement.
Si tu ne la laisses pas entrer, ils reviendront nous emmerder. » C'était Ricardo. Joaquin s'écarta à contre-cœur. Carmen entra, et l'horreur la frappa en plein visage. Ce n'était pas le désordre, ce n'était pas la saleté, c'était l'odeur, un mélange d'humidité, de sueur rance, de poisson et d'autres choses. Quelque chose de sucré et de pourri, l'odeur de l'abandon et de la peur. L'intérieur de la maison était plongé dans une pénombre perpétuelle. Les quelques fenêtres étaient recouvertes de plastique sale. La lumière du soleil luttait pour entrer, mais mourait sur le seuil. Au centre de la seule pièce, il y avait les enfants. Assis sur le sol en terre battue, en silence, 4 petites ombres. Leurs regards étaient vides. Perdus. Ils ne jouaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils existaient, tout simplement. L'aîné, un garçon d'environ 14 ans, avait le regard d'un vieillard. Une fillette, peut-être âgée de 10 ans, serrait ses genoux dans ses bras. Elle se balançait, en avant et en arrière, en avant et en arrière, un mouvement rythmique, hypnotique, comme si elle essayait de s'échapper de son propre corps. Carmen s'agenouilla, essayant de sourire. Le sourire ressemblait à un masque de plâtre. « Bonjour, je m'appelle Carmen. Comment vous appelez-vous » Silence. Seul le bruit du doux balancement de la petite fille et la respiration lourde des 2 hommes qui l'observaient depuis la porte. Ils étaient comme 2 vautours qui attendaient. Carmen concentra son attention sur la plus petite des filles. Elle semblait avoir 6 ou 7 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, pleins de nœuds. Elle tenait une poupée dans ses mains, une poupée cassée. Il lui manquait un œil et un bras. « Quelle jolie poupée !» dit Carmen, d'une voix aussi douce que possible. La petite fille ne la regarda pas, mais ses petits doigts serrèrent la poupée plus fort. Carmen remarqua quelque chose. Sur le visage de la poupée, quelqu'un avait dessiné avec un morceau de charbon. Il avait dessiné une barbe et des yeux furieux. Un frisson parcourut le dos de Carmen. Un frisson glacial, percutant. Elle regarda à nouveau les enfants, et alors, elle le remarqua. Ce que son cerveau avait refusé de traiter au début. La petite fille qui se balançait, le garçon plus âgé, de 14 ans. Ils avaient tous les 2 les mêmes yeux, une couleur noisette très particulière. Mais pas seulement cela. Ils avaient le même petit grain de beauté près du sourcil gauche, le même que celui de Ricardo Moreno, le frère qui était appuyé contre le mur. Et la petite fille, celle avec la poupée, son menton, cette forme carrée, presque identique à celle de Joaquin, l'oncle qui lui avait ouvert la porte. Ce n'étaient pas seulement des oncles et des neveux. La vérité était un monstre qui émergeait de l'ombre. Une abomination génétique inscrite sur leur visage. Carmen eut un haut-le-cœur. Un goût métallique envahit sa bouche. Elle se leva lentement. Ses jambes tremblaient. « Je dois partir. » Joaquin sourit. C'était un sourire sans joie. Une grimace qui étire ses lèvres sur des dents jaunâtres. « Quand vous voulez, mademoiselle. » Carmen se dirigea vers la porte, sentant 4 paires d'yeux d'homme dans sa nuque, et 4 paires d'yeux d'enfants vides, perdus. Elle sortit dans le soleil aveuglant. L'air frais lui fit l'effet d'une gifle. Elle s'appuya contre la paroi de sa voiture. Et elle vomit. Elle vomit son impuissance, son dégoût, sa terreur. Le système n'avait pas vu de négligence. Le système avait décidé de ne pas voir l'inceste. Parce que c'était plus facile. Parce que c'était plus simple. Parce que classer l'horreur dans un dossier est moins compliqué que d'y faire face. Carmen ne dormit pas cette nuit-là. Les images des enfants se répétaient dans son esprit.
leurs yeux, vides. Le balancement rythmique de la petite fille. La poupée avec la barbe peinte. Chaque détail était une pièce d'un puzzle monstrueux. Comment cela avait-il commencé? Depuis combien de temps cela durait-il? Le silence du village n'était plus un mystère. C'était une complicité, une lâcheté collective. Le lendemain, Carmen ne se rendit pas au bureau. Elle se rendit aux archives municipales. Elle chercha des actes de naissance, des registres, n'importe quoi. Ce qu'elle trouva confirma son pire cauchemar. Les 4 enfants étaient enregistrés comme étant les enfants de la sœur disparue. Mais dans la rubrique « Père », l'espace était laissé en blanc. Père inconnu. 4 fois. C'était un mensonge parfait. Une façade de papier qui cachait une réalité pourrie. Carmen commença à parler aux personnes âgées du village. Au début, elle ne rencontra que des portes closes, des regards fuyants. « On ne parle pas de ça, ma fille. Ce sont leurs affaires. » Mais Carmen insista, avec le désespoir de celle qui sait que chaque minute de silence est une torture supplémentaire pour les enfants. Finalement, une vieille femme, propriétaire d'une petite épicerie, décida de parler. Elle le fit à voix basse, tout en regardant constamment vers la rue. La mère de Joaquín et Ricardo était une femme dure, plus dure que son mari. Le vieux buvait, il les battait, elle, les enfants. On dit que le diable vivait dans cette maison depuis longtemps. La vieille femme fit une pause. Ses mains ridées tremblaient. La sœur, Elena, était la plus jeune, la plus jolie. Quand elle a grandi, ses frères ne la laissaient pas avoir de petite amie. Ils étaient jaloux. Ils disaient qu'ils la protégeaient. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la possession. Un jour, Elena a commencé à changer, à grossir. Les gens murmuraient « Elle a eu son premier enfant, l'aîné, celui qui ressemble à Ricardo. » La vieille femme fit le signe de croix. Puis, elle a eu le deuxième. Et les gens ne se contentaient plus de murmurer. Mais personne ne faisait rien. « Et pourquoi ?» demanda Carmen, la voix brisée. La vieille femme la regarda de ses yeux fatigués. Des yeux qui avaient tout vu. Parce que les Moreno sont des gens à problème, violents. Personne ne voulait se frotter à eux. Et les autorités ne viennent ici que pour les votes ou pour les pots de vin. L'histoire se mit en place dans l'esprit de Carmen. Une tragédie en 3 actes. D'abord, la violence du père, puis la répétition du schéma par les fils. Elena, la sœur, n'était pas une figure absente. Elle était la première victime, prisonnière dans sa propre maison, violée par ses propres frères. Jusqu'au jour où, tout simplement, elle disparut. Certains disaient qu'elle s'était noyée dans la mer, d'autres que les frères l'avaient réduite au silence pour toujours. Et les enfants. Les enfants étaient l'héritage vivant de cet enfer. À la fois fils et neveux, cousins et frères, un nœud de relations interdites qui les avait brisés, isolés du monde, avec le secret qui pourrissait en eux. Carmen ressentit le poids de cette histoire, le poids de générations de souffrances. Ce n'était plus seulement une affaire, c'était une mission. Elle devait sortir ses enfants de là, quoi qu'il en coûte. Avec un rapport détaillé et le témoignage anonyme de la vieille femme, Carmen alla voir son supérieur direct, Javier Ricalde. Un homme d'une 50aine d'années, avec le cynisme incrusté dans chaque ride de son visage. Il était dans le système depuis 30 ans, et le système l'avait vidé de l'intérieur. Carmen lui exposa le cas. D'une voix tremblante d'urgence et d'horreur, elle parla de l'inceste, de la violence, des enfants piégés. Ricalde l'écouta sans l'interrompre,
Son regard était fixé sur l'écran de son ordinateur, où il consultait ses emails. De temps en temps, il tapait quelque chose. Lorsque Carmen eut terminé, il y eut un silence long et pesant. Ricalde soupira. C'était un soupir d'agacement, comme si l'horreur racontée par Carmen n'était qu'une nuisance dans son après-midi. Écoutez, Mendoza, il ne l'appela pas Carmen. Il l'appela par son nom de famille, créant ainsi une distance. Vous êtes nouvelle ici. Vous prenez encore les choses trop à cœur. Carmen le regarda, incrédule. Monsieur, nous parlons d'abus continu, de crime. Ces enfants sont en danger imminent. Ricalde se cala dans son fauteuil. Le fauteuil grinça, gémissant. Avez-vous des preuves? Un test ADN? Un témoignage signé par les enfants? Parce que ce qui m'amène ici, ce sont des suppositions, des intuitions. Les ressemblances physiques sont évidentes. Le contexte, le témoignage des voisins, répliqua Carmen, sentant la frustration lui brûler la gorge. Les ressemblances sont courantes dans les familles des petits villages. Le contexte, ce sont des ragots. Et le témoignage non signé d'une vieille femme ne vaut rien devant un tribunal, dit Ricalde avec un calme exaspérant. Madame Mendoza, il s'agit désormais d'une affaire de personne disparue, si la sœur est morte, et d'abus sexuels. Cela relève d'une autre juridiction. Remplissez le formulaire 2B pour le parquet spécialisé dans les délits sexuels et contre la famille. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la classer, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Carmen sentit un froid glacial dans son estomac. Et pendant que je remplis le formulaire, qu'advient-il des enfants? Ricalde haussa les épaules. Un geste minime. Un univers d'indifférence. Faites votre travail, Mendoza. Remplissez les papiers. Le système s'en chargera. Mais le système n'était pas une entité de justice. C'était un labyrinthe de couloirs et de bureaux, conçu pour que des gens comme Carmen s'y perdent. Pour que l'urgence se dilue dans les tampons et les signatures. Carmen sortit du bureau de Ricalde. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas tenir le stylo pour remplir ce maudit formulaire. Elle s'assit à son bureau. La climatisation du bureau lui semblait glaciale. Elle sentait les murs se refermer autour d'elle. Elle était seule. Le système lui avait tourné le dos. Il l'avait laissée seule avec ces monstres. Elle décida d'aller voir la police municipale. Peut-être que le commandant en charge la reçut dans un petit bureau qui sentait le café brûlé et la sueur. C'était un homme corpulent, avec une moustache épaisse. Il écouta l'histoire de Carmen, les bras croisés. Son expression ne changea pas. Quand elle eut terminé, le commandant se pencha en avant. « Écoutez, mademoiselle. Je comprends votre inquiétude. » Il utilisa le mot « inquiétude », pas plainte, pas crime. Mais les Moreno sont d'ici, depuis toujours. Ce sont des gens compliqués. Si nous allons faire un scandale sans preuve solide, cela va nous compliquer la tâche. Compliquer la tâche? Répéta Carmen, incrédule. 4 enfants sont torturés. Le commandant soupira. Le même soupir las de Ricalde. Le soupir du bureaucrate. C'est une affaire familiale, mademoiselle. Très délicate. La loi dit que nous ne pouvons intervenir qu'en cas de plainte officielle d'une victime directe ou d'un ordre d'un juge. Et pour cela, vous avez besoin de ce que votre chef vous a dit. Des preuves. Carmen se leva. Elle ressentit une vague de rage si pure, si intense, qu'elle craignit un instant de crier. Et si l'un de ses enfants était retrouvé mort? Alors, vous auriez des preuves?
Le commandant ne répondit pas. Il se contenta de hausser les épaules. Le même geste, la même indifférence, le même système pourri. Carmen quitta le commissariat. Le soleil de l'après-midi lui frappait le visage. Mais elle ne sentait plus la chaleur. Elle ne ressentait qu'un froid profond. Le froid de la solitude. Le froid de savoir qu'elle luttait contre un monstre à deux têtes. L'une était la famille Moreno. L'autre était le système qui les protégeait par son inaction. Carmen passe les jours suivants dans un enfer bureaucratique. Elle a rempli le formulaire 2B, puis le 3C et l'annexe 7. Chaque formulaire était une promesse d'action qui se perdait dans un dossier. Chaque appel au parquet était transféré à une autre extension. L'avocat n'est pas disponible. La personne chargée de l'affaire est en déplacement. Appelez la semaine prochaine. Des mensonges, des excuses. Des murs de papier et des voix anonymes à l'autre bout du fil. Pendant ce temps, l'image des enfants ne la quittait pas. Le balancement de la petite fille, le regard vide du garçon plus âgé. Elle a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre. Si le système n'agissait pas, elle le ferait. Elle a commencé à se rendre tous les jours chez les Moreno. Elle apportait de la nourriture, des fruits, du lait. Au début, les frères et sœurs la regardaient avec méfiance. Mais ils la laissaient entrer. Peut-être pensait-il que s'il la laissait de faire son travail, elle finirait par se lasser et les laisserait tranquilles. Carmen s'asseyait par terre avec les enfants. Elle ne leur posait pas de questions. Elle n'essayait pas de leur arracher des aveux. Elle était simplement là. Elle leur parlait à voix basse. Elle leur racontait des histoires. Elle dessinait pour eux dans un cahier qu'elle avait acheté. Peu à peu, un miracle s'est produit. Un petit changement. La petite fille qui se balançait a un jour arrêté de le faire pendant que Carmen lui lisait une histoire. Elle est restée immobile, à écouter. Le garçon plus âgé, celui qui avait le regard d'un vieillard, a un jour accepté une pomme qu'elle lui tendait. Il l'a mangée lentement, sans la regarder, mais il l'a mangée. Et la petite fille, celle avec la poupée cassée. Un jour, pendant que Carmen dessinait une maison avec un soleil souriant, la petite fille s'est approchée. Elle a pris un crayon jaune et elle a colorié le soleil. C'était un geste infime. Mais pour Carmen, c'était comme si l'univers avait bougé. C'était la première fois qu'elle voyait l'un des enfants faire quelque chose de sa propre initiative. Créer quelque chose. Pas seulement exister. À ce moment-là, Carmen a su qu'il y avait une étincelle de vie en eux. Une petite flamme que l'horreur n'avait pas réussi à éteindre complètement. Et elle a juré de la protéger de sa vie. C'est avec la petite fille qu'elle a tissé le lien le plus fort. Elle s'appelait Luna, un nom magnifique pour une vie si sombre. Un jour, Carmen lui apporta une nouvelle poupée. Une poupée complète, avec ses 2 yeux et ses 2 bras. Luna la prit. Elle la regarda longuement. Puis, elle regarda Carmen. Et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas vides. Il y avait une question dans son regard. Cet après-midi-là, lorsque les frères Moreno sont sortis soi-disant pour pêcher, Carmen s'est retrouvée seule avec les enfants. Luna lui prit la main. Elle l'emmena dans un coin sombre de la maison. Elle glissa sa petite main dans un trou dans le mur de ciment. Et elle en sortit quelque chose. C'étaient des dessins, réalisés sur des morceaux de papier craft, sur de vieux cartons. Elle les tendit à Carmen. Carmen les regarda, et le souffle lui manqua. Ce n'étaient pas des dessins de maisons avec des soleils souriants. C'étaient des dessins de monstres, de grandes silhouettes sombres, sans visage, qui planaient au-dessus de petites silhouettes. Sur l'un des dessins, une petite fille pleurait,
et la grande silhouette avait une barbe, comme celle de la poupée cassée, comme celle de son oncle Joaquin. Sur un autre, une petite silhouette était allongée dans un lit. Et une autre grande silhouette, avec un grain de beauté au-dessus du sourcil, était au-dessus d'elle, comme son oncle Ricardo. C'était la confession silencieuse d'un enfer, la preuve que le système exigeait d'elle. Le témoignage d'une petite fille qui ne pouvait pas parler, mais qui pouvait dessiner sa douleur. Carmen serra Luna dans ses bras. La petite fille tremblait comme une feuille. « Merci, » murmura Carmen. « Merci de me faire confiance. Je te promets que je vais te sortir de là. » Elle quitta la maison avec les dessins cachés dans son sac. Son cœur battait à la fois de joie et de terreur. Elle avait les preuves. Désormais, le système n'aurait plus d'excuses. Le lendemain matin, Carmen fit irruption dans le bureau du procureur. Elle ne prit pas rendez-vous. Elle n'attendit pas son tour. Elle exigea de voir le procureur en charge. Après une heure d'attente et des regards hostiles de la part des secrétaires, elle fut finalement reçue. Le procureur était une femme à l'air sévère, portant des lunettes à monture épaisse. Elle écouta Carmen. Elle regarda les dessins. Son expression était indéchiffrable. « Ces dessins sont troublants, » admit-elle. Mais un avocat de la défense pourrait arguer qu'il s'agit de fantasmes enfantins. « Ce ne sont pas des fantasmes ?» s'est exclamé Carmen. « Regardez les détails, le grain de beauté, la barbe. Ils correspondent à ceux de mes oncles. » La procureure a soupiré. Le même soupir. Le son officiel de l'indifférence. « Madame Mendoza, pour obtenir un mandat de perquisition et un mandat d'examen des mineurs, j'ai besoin de plus. Un juge ne me l'accordera pas uniquement sur cette base. Nous avons besoin d'un témoignage direct. La petite fille ne peut pas parler. Elle est terrifiée, » dit Carmen, désespérée. « Alors, j'ai bien peur d'avoir les mains liées, » dit la procureure, et elle commença à classer des papiers sur son bureau. C'était un signe clair. La réunion était terminée. Une fois de plus, le système lui avait fermé la porte. Carmen sortit de là avec un sentiment de vide absolu. La rage avait fait place au désespoir. Elle conduisit sans but le long de la côte. La mer, qui lui semblait auparavant magnifique, lui apparaissait désormais comme un gigantesque tombeau aquatique. Un lieu où les secrets se noyaient. Elle s'arrêta à un belvédère. Elle pleura. Elle pleura pour les enfants. Elle pleura pour son propre impuissance. Elle pleura pour un monde qui permettait l'existence de maisons comme celle des Moreno. Puis, elle prit une décision. Une décision dangereuse, illégale. Si le système ne sauvait pas les enfants, elle le ferait. Cette nuit-là, sous le couvert d'une tempête qui approchait du golfe, Carmen retourna à la maison. Elle attendit. Elle vit les frères Moreno sortir et monter dans une vieille camionnette. Ils allaient au village, probablement pour boire. C'était sa chance. Elle entra dans la maison. Les enfants étaient recroquevillés dans un coin, effrayés par le tonnerre. « Partons », leur dit Carmen. « Venez avec moi. Je vais vous emmener dans un endroit sûr. » Les enfants la regardèrent. Il y avait de la peur dans leurs yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Luna fut la première à se lever. Elle prit la main de Carmen. Puis les autres la suivirent. Elle les fit monter dans sa voiture. 4 petits corps tremblants sur la banquette arrière, et elle a pris le volant. Elle a roulé toute la nuit, s'éloignant de Veracruz, en direction de Mexico, où elle espérait trouver une branche du système moins corrompue, moins indifférente. Techniquement, c'était un enlèvement. Un crime. Mais Carmen savait que c'était la seule chose moralement juste à faire.
la fin de cette histoire n'est pas heureuse. Il n'y a pas de parade de la victoire pour Carmen. Il n'y a pas de rédemption magique pour les enfants. La réalité est beaucoup plus cruelle. Carmen a réussi à placer les enfants dans un foyer d'accueil spécialisé dans la capitale. Mais son acte a eu des conséquences. Elle a été licenciée. Elle a été accusée d'enlèvement d'enfants. Un avocat bénévole, ému par son histoire, a obtenu une peine avec sursis. Mais sa carrière d'assistante sociale était terminée. Le système l'a punie pour avoir fait ce qu'il n'avait pas osé faire. Les frères Moreno ont finalement fait l'objet d'une enquête. Mais sans le témoignage direct des enfants, trop traumatisés pour parler, les preuves étaient circonstancielles. Ils ont été condamnés pour négligence et abandon. Ils ont été condamnés à quelques années de prison. Ils n'ont jamais payé pour le véritable crime. La maison sur la plage de Veracruz est restée vide. Le vent et le sel la rongent lentement, effaçant les preuves physiques d'une horreur qui ne sera jamais oubliée par ceux qui l'ont vécue. Et les enfants? Ils sont en sécurité, physiquement, mais leurs âmes sont brisées. Luna, la petite fille des dessins, a passé des années sans parler. Aujourd'hui, en thérapie, elle a commencé à dire quelques mots. Le garçon aîné lutte contre la colère et la dépression. Les deux autres vivent dans un monde de peur et de cauchemars. La cicatrice qu'ils portent est invisible, mais c'est la plus profonde de toutes. Le système n'a pas échoué une seule fois. Il a échoué à chaque étape. Il a échoué en ignorant les premiers signes. Il a échoué en transformant la tragédie en bureaucratie. Il a échoué en protégeant les coupables par sa lenteur et son indifférence. Il a échoué en punissant la seule personne qui a osé agir. Cette histoire n'est pas une exception. Elle reflète 1000 autres histoires qui se déroulent en ce moment même. Dans des maisons fermées, dans des villages silencieux, sous le regard aveugle d'un système qui préfère archiver l'horreur plutôt que de l'affronter. La véritable réalité interdite, ce ne sont pas les monstres. C'est l'indifférence qui leur permet d'exister. Je m'appelle Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine réalité interdite.